Il existe un fruit originaire d'Amérique du Nord qui fait passer la myrtille pour une imposture. Il pousse à l'état sauvage depuis la région des Grands Lacs jusqu'aux Carolines, prospérant là où les cultures fragiles échouent. Et à l'intérieur de ces baies sombres se cache quelque chose que l'alimentation moderne a oublié de valoriser. La puissance. 4 fois plus d'antioxydants que la myrtille. En 2020, l'USDA l'a classé numéro 1 parmi 276 aliments pour sa puissance médicinale. Pas une puissance agréable au goût, une puissance médicinale. Cette plante fabrique littéralement sa propre médecine pour survivre aux parasites, à la sécheresse et au gel. Et voici la partie qui devrait vous faire réfléchir. Quand nous la mangeons, cette médecine devient la nôtre. Pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Ou s'ils la connaissent, c'est sous un nom conçu pour susciter le rejet. Les colons l'ont goûté une fois, ont ressenti cette sécheresse âpre et saisissante envahir leur bouche, et ils l'ont baptisée chokeberry. Non pas parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle n'était pas sucrée. Une bouchée, un jugement, et un super aliment indigène entier fut rejeté comme sans valeur. Alors ils l'ont arraché pour planter des cultures au goût de sucre. Et ce faisant, ils n'ont pas seulement transformé le paysage, ils ont effacé ce qui était peut-être la plus puissante usine d'antioxydants du monde tempéré. Voici l'histoire de la baie que nous avons rejetée parce qu'elle était trop forte pour nous. Cette histoire commence au cœur des forêts de l'Est de l'Amérique du Nord, des milliers d'années avant l'arrivée du premier Européen. Pour les nations autochtones, la baie que l'on tournerait plus tard en dérision sous le nom de chokeberry n'avait rien de méprisable. Pour les Potawatomi, ce n'était pas une baie qui étouffe, c'était suquin, un nom prononcé avec le respect que l'on réserve à un aliment qui maintient un peuple en vie. Pour les Abénakis, elle était un pilier de la survie hivernale, une ressource fiable lorsque la terre se taisait et que le froid s'installait durablement. Pour les Lakotas, elle était l'ingrédient caché du pemmican. Cet aliment dense de viande séchée et de graisse, emporté lors de longs voyages où la moindre faiblesse pouvait être fatale. Et ce qui la rendait si précieuse n'était pas seulement sa valeur calorique. C'était sa capacité de protection. Les conservateurs naturels de la baie aidaient à empêcher la viande de se gâter, non pas pendant quelques jours, mais pendant des années. Les peuples autochtones ne jugeaient pas un aliment à sa douceur. Ils le jugeaient à ce qu'il faisait, à ce qu'il apportait, à ce qu'il protégeait à l'intérieur du corps lorsque tout le reste cherchait à affaiblir. Il comprenait intuitivement ce que la science moderne mettrait des siècles à démontrer, l'amertume n'était pas un défaut. L'amertume était l'essentiel. Les Cherokees utilisaient de son écorce en décoction pour faire tomber la fièvre. Les Potawatomi employant gacébé pour dégager les refroidissements qui s'installaient profondément dans la poitrine. Ils reconnaissaient ce fruit noir violacé comme un médicament, pas comme un dessert. Et cette sensation sèche et astringente, ce n'était pas la nature qui se trompait, c'était la plante qui parlait dans le seul langage qu'elle possède, la chimie. Il est temps de la nommer correctement, non pas par l'insulte qu'on lui a donnée, mais par l'identité qu'elle a méritée. Voici l'aronie. Scientifiquement, Aronia melanocarpa, l'aronie noire. Au XIXe siècle, à mesure que les colons progressaient vers l'ouest, l'aronie était partout. Elle poussait discrètement dans les haies et le long des zones humides, là où seules les plantes les plus résistantes trouvent leur place. Mais ce n'était pas le type de fruit que le Nouveau Monde désirait. On voulait des pommes, des poires, des pêches, des importations européennes, on voulait du pain. On voulait de la douceur, et tout ce qui ne goûtait pas le sucre était repoussé vers les marges, traité comme une erreur du paysage. L'aronie n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle refusait de jouer le jeu. Mais pendant que l'Amérique se détournait de sa propre médecine indigène, quelqu'un, de l'autre côté de l'océan, observait avec attention. En 1897, un botaniste russe, nommé Ivan Maturin, mit la main sur cette baie que les Américains considéraient comme inutile. La douceur ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était la survie. Il travaillait dans le climat impitoyable des montagnes de l'Altaï, où les fruits européens délicats succombaient au gel, où les vergers normaux n'avaient tout simplement pas d'avenir. Et l'aronie, non seulement y survivait, elle y prospérait là où tout le reste périssait. Il commença donc à la sélectionner en la croisant avec le sorbier pour obtenir des fruits plus gros et plus robustes. Il créa l'Aronia mitterini. Tandis que l'Amérique inventait les sodas et les barres chocolatées, l'Union soviétique construisait un tout autre système alimentaire. Un système qui considérait la résilience comme un avantage stratégique. En 1946, l'aronie devint une espèce fruitière officielle de l'URSS. On la planta par millions, on en fit des jus, des vins, des extraits concentrés, des produits pensés pour l'endurance, pour les soldats et même pour les cosmonautes. On l'a reconnue comme un adaptogène, une plante capable d'aider le corps humain à résister au stress. Et voici le retournement qui devrait piquer un peu. Aujourd'hui, la Pologne produit 80% de l'aronie commerciale mondiale, environ 60 000 hectares. Pendant ce temps, dans sa terre natale, l'aronie était reléguée au rang d'arbuste décoratif, une plante d'ornement, quelque chose de joli que l'on place au fond du jardin et que l'on oublie.
La culture commerciale aux États-Unis n'a commencé qu'en 1987, avec un siècle de retard sur notre propre super-aliment. Alors pourquoi l'avons-nous ignoré si longtemps ? Nous l'avons ignoré parce que nous avons été séduits par un mensonge. Le mensonge selon lequel « sain » devrait aussi signifier sucré, sucré comme un bonbon. On nous a appris à attendre des fruits qu'ils aient le goût d'un dessert. Les fraises, les pommes et même les myrtilles modernes ont été sélectionnées pendant des décennies pour être plus sucrées, plus grosses et plus tendres. Et ce faisant, elles ont souvent perdu ce qui rendait les fruits sauvages réellement puissants. Car les composés qui protègent le corps humain ont rarement le goût du sucre. Ils ont le goût de l'amertume, de l'astringence, de l'acidité. Ces sensations sèches qui contractent la bouche proviennent du système de défense de la plante, tanins, polyphénols, anthocyanes, des composés phytochimiques qui aident à combattre l'inflammation, soutiennent le cœur et protègent les cellules contre les dommages. Lorsque vous ressentez cette âpreté trop forte de l'aronie, vous goûtez le bouclier que la plante a construit pour survivre. Et c'est là que les chiffres deviennent inconfortables pour le récit de la myrtille. En 2020, des scientifiques de l'USDA ont analysé 276 aliments à l'aide de l'échelle ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity, une mesure de la capacité d'un aliment à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables associées au vieillissement et aux maladies. Les myrtilles, chouchoutes des médias, obtenaient un score d'environ 4600. L'aronie, elle, atteignait 16 000. Faites le calcul, c'est presque 4 fois plus puissant. Cela signifie qu'une petite poignée d'aronie peut offrir une capacité protectrice supérieure à un grand bol de myrtilles de supermarché. Et il ne s'agit pas seulement de plus d'antioxydants, de manière vague, le type compte. L'aronie est particulièrement riche en pro-anthocyanidine, la même classe de composés associés aux bienfaits cardiovasculaires du vin rouge, mais à des concentrations bien plus élevées que celles du raisin. Puis les premiers signaux cliniques donc se sont accumulés. En 2008, l'Académie bulgare des sciences a mené une étude auprès de personnes diabétiques. Après 90 jours de consommation de jus d'aronie, la glycémie à jeun a chuté de 17%. En 2017, l'Université de l'Illinois a rapporté une réduction des pics d'insuline. Cette baie n'est pas seulement un aliment sain, elle se comporte comme un régulateur métabolique. Et voici le problème, l'agriculture industrielle n'aime pas les aliments complexes. Elle préfère les commodités simples, sucrées, uniformes, faciles et rapides à vendre, ce qui nous amène à ce qui s'est produit ensuite. En 1948, l'USDA lança de vastes subventions pour la culture de la myrtille. Des flux massifs d'argent affluèrent vers le marketing, la recherche et la sélection variétale. Et ce n'était pas un hasard, c'était stratégique. Parce que la myrtille est facile. On peut la manger à la poignée. Elle correspond parfaitement au profil sucré. Elle se transporte bien. Elle s'intègre sans effort dans une chaîne d'approvisionnement conçue pour déplacer des fruits mous, riches en eau et sucrés sur de longues distances, et les vendre comme des produits aux santé, sans rien demander aux consommateurs. L'aronie, elle, ne rentre pas dans cette machine. On ne grignote pas des baies d'aronie crues comme des bonbons. Les tanins frappent immédiatement, ils assèchent de la bouche, crispent la langue, obligent à prêter attention. L'aronie exige une relation, elle exige une transformation. Elle veut être cuisinée en sauce, mixée en smoothie, fermentée en vin, séchée en infusion, transformée en quelque chose d'intentionnel. Elle suppose une culture qui valorise la préparation plutôt que la gratification instantanée. Et l'agriculture industrielle déteste tout ce qui ralentit la consommation. Ainsi, l'aronie fut laissée sur le bas-côté, littéralement et économiquement. Elle ne fut jamais traitée comme une marchandise. Tandis que les producteurs de myrtilles bénéficient d'assurances récolte et de soutien de prix, les cultivateurs d'aronie sont pour la plupart livrés à eux-mêmes. Plus de 50% des myrtilles sont écoulées via de grandes chaînes de distribution, alors qu'environ 34% des ventes d'aronie se font en face-à-face sur les marchés de producteurs. Cela la maintient petite, cela la maintient marginale, mais l'effacement va plus loin que l'économie. Il touche à la biopiraterie. Comme d'autres aliments indigènes, l'aronie fait face à la menace du pillage, non pas du fruit lui-même, mais de son patrimoine génétique. En 2022, des entreprises de biotechnologie ont tenté de breveter des variétés hybrides d'aronie en utilisant des gènes prélevés dans la nature sans le consentement des peuples autochtones. L'objectif est toujours le même, retirer le caractère sauvage, éliminer l'amertume, breveter la douceur et nous la revendre comme un nouveau super-aliment. La plante qui a survécu à la sécheresse et au gel est désormais ciblée pour autre chose, la propriété. Mais la résistance grandit, et elle vient de ceux qui n'ont jamais oublié ce qu'est réellement cette baie. En 2012, la nation Meskwaki, dans l'Iowa, a lancé une initiative de souveraineté alimentaire pour reprendre l'aronie, non pas comme un produit, mais comme une parente. Ils ont créé Red Earth Gardens, cultivant des aliments traditionnels pour soigner une communauté durement touchée par le diabète et par l'ombre persistante des pensionnats. Ils transmettent à leur jeunesse une vérité que le marketing alimentaire moderne a tenté d'effacer. La médecine n'a pas toujours le goût du sirop.
Parallèlement à ce renouveau culturel, un retour plus discret s'est amorcé, mené non par des multinationales, mais par des familles qui ont regardé des terres dégradées et y ont vu une opportunité. En 1997, la famille Pitts, dans l'ouest de l'Iowa, faisait face à des sols lourds et détrempés, inutilisables pour le maïs et fatals au soja. Ils ont alors planté la seule chose qui voulait réellement être là, l'aronie. Ils n'ont pas cherché à forcer la terre à s'adapter à la culture. Ils ont choisi une culture adaptée à la terre. Ils ont ainsi créé la première exploitation commerciale d'aronie aux États-Unis. Aujourd'hui, on compte des centaines de producteurs à travers le Midwest. Et le gouverneur de l'Iowa a même proclamé le mois de septembre « mois de la baie d'aronie ». Non pas sous la pression de lobbies, mais parce que des citoyens ordinaires ont porté ce mouvement depuis le terrain. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une tendance qu'on nous vend. C'est une fin qui revient. Ce renouveau prouve quelque chose d'essentiel. Nous en avons assez des aliments qui nous mentent, assez des fruits sélectionnés pour leur durée de conservation et leur teneur en sucre, des fruits parfaits sous les néons des supermarchés, mais qui laissent le corps en manque de nutriments réels. Et, que nous en ayons conscience ou non, nous redevenons prêts à accepter le goût que l'on nous a appris à craindre. L'amertume, la sécheresse, la force. L'aronie transgresse les règles de l'alimentation moderne. C'est une plante vivace, on la plante une fois, et elle peut produire pendant 20 ans. Elle ne nécessite aucun engrais azoté. Elle a très peu de ravageurs naturels en Amérique du Nord parce qu'elle est indigène. Elle appartient à cette terre. À l'inverse, la culture de la myrtille ressemble souvent à un combat permanent. Fongicides, gestion minutieuse des sols, irrigation constante, pour maintenir en vie des arbustes dans des climats qu'ils n'aiment pas naturellement. Tandis que ce système s'épuise à rendre la myrtille viable et transportable, l'aronie pousse tranquillement au bord des routes, dans les fossés et les haies, ignorée et parfaitement adaptée. Et elle produit environ 9 kilos de fruits par arbuste, soit près de 30 tasses de médecine végétale concentrées chaque année, gratuitement. Comparez cela aux intrants nécessaires pour un champ de maïs ou une plantation d'amandiers. L'aronie n'est pas seulement un super aliment, de plus, c'est une porte de sortie face à la dépendance industrielle, car l'histoire de l'aronie est aussi celle de notre palais. On nous a appris à craindre le mot « choke », à redouter tout ce qui ne ressemble pas à un bonbon, mais cette sécheresse n'est que le tanin qui se lie aux protéines de votre bouche. Cette amertume, ce sont les antioxydants qui font exactement ce pourquoi ils existent. Repousser l'inflammation. La plante vous parle. Elle vous dit qu'elle est assez forte pour vous aider à survivre. Et nous avons failli la perdre. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que nous avons oublié comment la goûter. Nous avons laissé d'autres peuples accorder plus de valeur à notre propre héritage que nous-mêmes. Nous avons laissé les institutions et le marketing nous enseigner que seules les choses sucrées méritaient notre attention, que si un aliment ne goûtait pas comme un bonbon, il devait être inutile. Pourtant, l'aronie n'a jamais disparu du paysage, elle a simplement disparu de notre culture. Les arbustes sont toujours là, dans les zones humides, en lisière de forêt, dans les arrière-cours de l'Iowa, dans les jardins des Meskwaki, silencieux, résistants, patients, comme s'ils attendaient depuis des générations que nous grandissions enfin et que nous nous rappelions que la vraie nourriture n'est pas toujours réconfortante. La vraie nourriture vous met au défi. La vraie nourriture vous protège. Et parfois, les meilleures choses de la vie n'ont pas le goût du sucre. Parfois, elles ont le goût de la terre. Ce savoir n'est pas perdu. Il est simplement en train de mûrir. Si cette histoire a changé votre manière de voir ce qui est sain, abonnez-vous à Mémoire des plantes et activez les notifications, car nous faisons renaître les plantes, les aliments et les vérités oubliées que les systèmes modernes nous ont appris à ignorer. Et la prochaine récolte que nous remettrons au jour se cache peut-être déjà dans votre propre jardin.